Origine du peuple assyrien et premiers établissements. Les origines du peuple assyrien remontent à l'une des plus anciennes civilisations du Proche-Orient ancien. Apparus au début de l'âge du bronze, les Assyriens s'établirent dans la haute vallée du Tigre, au nord de l'actuel Irak. Leur première implantation majeure fut autour de la cité d'Assur, qui donna son nom au peuple. Située sur un plateau surplombant le Tigre, Assur devint un centre spirituel et politique pour cette civilisation naissante. Des fouilles archéologiques révèlent qu'Assur existait déjà comme colonie au IIIe millénaire avant notre ère, évoluant vers une ville d'importance croissante. La position géographique d'Assur, à la croisée de routes culturelles et commerciales, exposait les Assyriens à l'influence des Sumériens au sud, des Hourites au nord, puis des Babyloniens. L'essor assyrien fut marqué par leur capacité d'adaptation. Malgré les invasions et les conditions naturelles difficiles, ils forgèrent une identité culturelle propre, reposant sur leur langue, leur religion et leur structure politique. Leur langue, issue de la famille sémitique, se rapprochait de l'akkadien, mais évolua vers un dialecte distinct appelé akkadien assyrien. Cette évolution linguistique reflète une séparation progressive d'avec leurs prédécesseurs akkadiens et une affirmation de leur propre culture. Les Assyriens puisèrent dans l'héritage mésopotamien tout en développant des innovations dans l'administration, la guerre et l'urbanisme. Les premiers établissements assyriens prenaient souvent la forme de villes fortifiées, adaptées à l'instabilité politique de la région. Ces cités jouaient un triple rôle, militaire, religieux et administratif. Le relief accidenté et le climat variable du nord mésopotamien rendaient l'agriculture difficile. Pour y remédier, les Assyriens développèrent des systèmes d'irrigation efficaces qui leur permirent de soutenir une population croissante. Leur société, bien que fondée sur l'agriculture, montrait déjà des signes d'urbanisation avec une gouvernance structurée et des institutions religieuses centrales dans la vie quotidienne. La religion occupait une place centrale dans la culture assyrienne. Le culte du dieu Assur, lié à la ville éponyme, devint le fondement spirituel de leur identité collective. Assur n'était pas seulement une divinité, mais également le symbole de l'autorité étatique. Les temples ziggourats dédiés à Assur et à d'autres dieux occupaient une place proéminente dans les villes, illustrant la fusion entre pouvoir politique et foi. Les prêtres exerçaient une forte influence, agissant comme médiateurs entre les rois et la population. Les rituels, fêtes et cérémonies religieuses renforçaient les liens communautaires et la légitimité royale. L'organisation politique assyrienne émergea clairement au début du deuxième millénaire avant notre ère. La royauté devint une institution héréditaire, les rois affirmant progressivement leur contrôle sur les territoires voisins. Des figures comme Shamshi-Adad illustrent cette période d'expansion initiale. Ce roi étendit le pouvoir assyrien au-delà d'Assur, combinant compétences militaires et administratives. Ces souverains posèrent les fondations d'un futur empire puissant. Même après des périodes de crise, l'identité assyrienne demeura forte, leur permettant de se relever et de poursuivre leur développement. Le commerce fut un pilier essentiel de la société assyrienne. Situés sur d'importants axes commerciaux, les Assyriens échangeaient des textiles, des métaux et des produits agricoles avec les régions voisines. Ces échanges favorisèrent la prospérité économique et l'ouverture culturelle. Les influences extérieures se reflétaient dans leur art, leur architecture et leurs pratiques religieuses. Toutefois, malgré ces emprunts, les Assyriens maintinrent une identité culturelle bien définie. L'écriture cunéiforme, qu'ils adaptèrent à leurs besoins, facilitait la tenue de registres commerciaux et l'administration croissante de leur État. En conclusion, les racines du peuple assyrien plongent profondément dans l'histoire ancienne de la Mésopotamie. Depuis leurs origines dans la cité d'Assur, les Assyriens ont bâti une civilisation dynamique, fondée sur un subtil équilibre entre tradition et innovation. Leur capacité à surmonter les défis environnementaux, à structurer une société cohérente et à établir des institutions solides leur permit de poser les bases d'un des empires les plus redoutés du monde antique.
L'héritage des premiers Assyriens continue de captiver chercheurs et historiens, témoignant de la durabilité et de la richesse de leur contribution à l'histoire humaine. Géographie et situation stratégique de l'Assyrie. L'ancien royaume d'Assyrie fut l'une des civilisations les plus redoutables et influentes du Proche-Orient ancien. Sa géographie et sa situation stratégique jouèrent un rôle clé dans son essor comme puissance militaire et centre culturel. La Syrie était située au nord de la Mésopotamie, principalement dans l'actuel nord de l'Irak, le sud-est de la Turquie et certaines parties du nord-est de la Syrie. Cette région se caractérisait par une combinaison de hauts plateaux accidentés et de vallées fluviales fertiles, offrant à la fois des défenses naturelles et une productivité agricole importante. Le Tigre, en particulier, jouait un rôle central dans la vie assyrienne. Traversant le cœur de l'Empire, il fournissait de l'eau, facilitait le transport et permettait une communication efficace entre les villes. Les capitales assyriennes, dont Assur, Ninive et Kalou, Nimroud, étaient stratégiquement implantées le long du Tigre. Cette localisation leur permit de prospérer économiquement et d'exercer un contrôle administratif efficace sur de vastes territoires. En outre, leur position offrait un accès facile aux grandes routes commerciales reliant l'Anatolie, le Levant, la Perse et la péninsule arabique. Ces réseaux commerciaux enrichirent l'économie assyrienne et favorisèrent les échanges de biens, de technologies et d'idées. Grâce aux plaines fertiles de la région, une production agricole abondante soutenait une population dense et des centres urbains complexes. La région disposait également de ressources naturelles telles que la pierre pour la construction, les métaux pour les armes et outils, et le bois des forêts voisines, contribuant ainsi au développement militaire et à l'infrastructure impériale. La Syrie se trouvait entre les hauts plateaux d'Arménie et les plaines méridionales de la Mésopotamie, agissant comme un carrefour entre plusieurs régions. Cette centralité géographique offrait aux Assyriens un avantage stratégique, mais exigeait aussi une vigilance constante face aux invasions. En réponse, l'Assyrie développa une armée sophistiquée et érigea de puissantes fortifications autour de ses villes. Le relief environnant montagne au nord, désert au sud, fournissait des barrières naturelles tout en orientant les ambitions expansionnistes assyriennes. Le contrôle de la haute vallée du Tigre était vital. Il permettait de sécuriser des zones tampons, de maîtriser les points d'étranglement et d'assurer le passage des armées et des marchandises. Le climat et l'agriculture furent également influencés par la géographie. La région bénéficiait de pluies saisonnières et les systèmes d'irrigation élaborés par les Assyriens permettaient une production agricole régulière. Le blé, l'orge, les dattes et les légumes constituaient la base de l'alimentation, tandis que les pâturages environnants nourrissaient le bétail. Ces ressources soutenaient la population et les campagnes militaires, assurant nourriture et monture. L'excédent agricole permettait à l'État d'imposer des taxes en nature et d'entretenir une armée permanente, pierre angulaire de la puissance assyrienne. Sur le plan stratégique, cette position géographique permettait aux Assyriens de dominer les régions voisines en exerçant une influence à la fois sur les tribus nomades et les populations sédentaires. En contrôlant les sources du Tigre et d'autres cours d'eau, les Assyriens disposaient d'un levier crucial en matière de diplomatie et de guerre. Leur supériorité géographique s'étendait également à la guerre psychologique. Les villes monumentales, comme Ninive avec ses murailles, ses palais et ses temples, projetaient richesse et pouvoir, imposant le respect des alliés et la crainte des ennemis. Au fur et à mesure que l'Empire s'étendait, sa situation géographique facilitait l'établissement d'avant-postes et de centres administratifs de la Méditerranée aux montagnes de l'Iran. Ces territoires étaient reliés par un réseau routier et un système de messagers qui améliorait la communication et le contrôle. Ce système permettait le déploiement rapide des troupes et consolidait l'unité de l'Empire. En somme, la géographie et la situation stratégique de la Syrie furent déterminantes dans son développement. Elles fournirent à l'Empire les moyens physiques, économiques et géopolitiques nécessaires à l'émergence d'une civilisation durable, dont l'influence marqua profondément l'histoire de l'Antiquité. Période de l'Ancien Assyrien,
Commerce et diplomatie, vers 2020 5365 av. J. C. La période paléo-assyrienne, de 2025 à 1365 av. J. C. constitue une phase fondatrice dans le développement de la civilisation assyrienne. Elle se distingue par des réseaux commerciaux dynamiques et une diplomatie avancée. À la suite de l'effondrement de la dynastie d'Ur III, la cité d'Assur émergea comme un centre indépendant d'influence politique et économique. Cette époque fut marquée non pas par la guerre, mais par l'établissement d'échanges pacifiques et de relations diplomatiques avec les régions voisines, posant les bases de la puissance assyrienne future. L'un des aspects les plus marquants de cette période fut la mise en place d'un réseau commercial à longue distance, particulièrement avec l'Anatolie, actuelle Turquie. Les marchands assyriens établirent des comptoirs appelés Karoum, dont le plus connu se situait à Kanesh, Kültepe. Ces colonies ne se limitaient pas à de simples marchés. Elles comprenaient des maisons, des entrepôts, des bureaux et un encadrement juridique adapté. Elles fonctionnaient grâce à des accords bilatéraux avec les chefs locaux, permettant aux Assyriens d'opérer sous la protection des autorités anatoliennes. Ce partenariat favorisa des échanges culturels et commerciaux durables, anticipant les pratiques diplomatiques modernes. Le commerce entre l'Assyrie et l'Anatolie reposait principalement sur l'échange de textiles et d'étain. Les Assyriens exportaient des vêtements en laine fine et importaient de l'argent et des métaux précieux. L'étain, essentiel à la fabrication du bronze, représentait une ressource stratégique à l'âge du bronze. Le degré d'organisation économique des Assyriens se manifestait par l'usage de contrats écrits, de sceaux, de systèmes de crédit et d'une comptabilité méticuleuse. De nombreuses tablettes d'argile découvertes dans les sites archéologiques témoignent de la rigueur administrative de ces échanges et fournissent une documentation précieuse sur la vie économique de l'époque. Parallèlement à leur réussite commerciale, les Assyriens déployaient une diplomatie subtile. Les dirigeants d'Assur échangeaient des lettres avec leurs homologues anatoliens afin de garantir la sécurité et la prospérité des échanges. Cette diplomatie prenait plusieurs formes: alliances matrimoniales, accords de défense mutuelle, systèmes de tribus et ententes économiques. Plutôt que des traités formels, ces arrangements reposaient souvent sur des relations personnelles et familiales solides, contribuant à la stabilité des alliances. Cette approche souple mais efficace illustre le pragmatisme politique de l'époque. Assur n'était pas seulement un centre commercial, c'était aussi un foyer religieux et culturel. La divinité Assur, protecteur tutélaire de la cité, incarnait la légitimité spirituelle des entreprises politiques et économiques. Cette dimension religieuse renforçait la cohésion sociale et la légitimité des relations extérieures. Les pratiques religieuses et les croyances façonnaient ainsi la vision du monde des Assyriens et leur manière d'interagir avec les peuples étrangers. L'administration de cette période se distinguait par son efficacité. Si le roi exerçait l'autorité suprême, les décisions étaient également influencées par des conseils d'anciens et d'autres instances civiques. Les marchands jouissaient d'une grande autonomie, opérant souvent dans des structures protocorporatives. Des groupes d'investissement partageaient les risques et les bénéfices dans un système qui préfigurait certaines formes modernes d'organisation commerciale. Ce modèle combinait liberté économique et encadrement institutionnel, contribuant à la résilience du système. Avec le temps, des changements politiques et l'émergence de nouvelles puissances régionales affaiblirent progressivement ce réseau. Néanmoins, l'héritage de la période paléo-assyrienne perdura dans la mémoire et les institutions des empires assyriens ultérieurs. Les principes organisationnels, les stratégies diplomatiques et les pratiques commerciales établies entre 2025 et 1365 av. J.C. continuèrent d'influencer les générations futures. Loin d'être une période obscure, l'époque de l'ancien Assyrien se révèle être un moment de créativité, de pragmatisme et d'adaptabilité. Elle démontre le rôle que les échanges pacifiques
et la coopération interculturelle peuvent jouer dans la construction de civilisations durables et influentes. L'essor d'Ashur-Ubali Ier et son émergence en tant que puissance régionale, l'ascension d'Ashur-Uballit Ier marqua un tournant décisif dans l'histoire de la Mésopotamie antique et inaugura une nouvelle ère pour l'État assyrien. Avant son avènement au milieu du XIVe siècle avant J.C., l'Assyrie demeurait à l'ombre de puissances voisines plus dominantes, notamment le royaume du Mitanni. Bien que la région autour de la ville d'Ashur ait toujours conservé une identité culturelle et politique propre, elle manquait encore de l'ampleur territoriale et du poids diplomatique nécessaire pour rivaliser avec les grands royaumes. Ashur-Ubali Ier monta sur le trône à un moment de profond bouleversement géopolitique. Le royaume du Mitanni, longtemps force dominante en Mésopotamie du Nord, était en déclin, affaibli par des luttes internes et la pression croissante de l'Empire hittite. Voyant là une opportunité stratégique, Ashur-Ubali Ier entreprit une série de campagnes militaires et diplomatiques visant à affaiblir le Mitanni et à affirmer l'indépendance assyrienne. Grâce à une planification précise, il réussit à étendre considérablement le territoire assyrien et à soumettre plusieurs bastions du Mitanni. Ainsi, une large portion de la Mésopotamie du Nord passa sous contrôle assyrien, mais ce qui distingua vraiment Ashur-Uballit Ier fut sa vision politique. Il comprenait que la pérennité du pouvoir ne reposait pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur la légitimation diplomatique. Refusant le rôle de vassal, il chercha activement la reconnaissance des autres grandes puissances. Il engagea des dialogues avec l'Égypte, Babylone et les Hittites à travers des correspondances et des alliances matrimoniales. Parmi les témoignages les plus frappants figurent les lettres d'Amarna, dans lesquelles il s'adresse aux pharaons égyptiens en revendiquant le statut d'égal parmi les grands rois. Ce repositionnement diplomatique marqua un tournant majeur. L'Assyrie n'était plus un État secondaire, mais un acteur régional à part entière. Sur le plan intérieur, Ashur-Uballit Ier entreprit des réformes qui consolidèrent l'administration et l'armée. Il réorganisa les structures militaires, fonda des villes fortifiées et améliora la gestion des territoires nouvellement conquis. Son règne connut aussi un essor de l'agriculture et du commerce, favorisant une stabilité économique qui soutint les campagnes militaires et les projets d'infrastructure. La ville d'Ashur fut embellie et renforcée, devenant un centre administratif et religieux majeur. Les projets architecturaux, notamment la restauration des temples et des remparts, servirent des objectifs symboliques et pratiques, affirmant à la fois l'autorité du roi et la faveur des dieux. Par ailleurs, Ashur-Uballit Ier transforma la perception même de la royauté en Assyrie. Le roi n'était plus vu simplement comme un chef de cité, mais comme un représentant de la volonté divine, chargé d'étendre et de défendre son royaume. Cette idéologie influença profondément les souverains assyriens ultérieurs, qui firent de l'expansion territoriale un devoir sacré. En brisant la domination du Mitanni, Ashur-Uballit Ier établit un précédent politique qui encouragea ses successeurs à poursuivre une politique d'indépendance et de conquête. Son ascension suscita néanmoins des résistances. Les Babyloniens, inquiets de la montée en puissance de l'Assyrie, tentèrent d'en limiter l'influence par des manœuvres politiques, parfois accompagnées d'affrontements. Malgré cela, Ashur-Uballit Ier parvint à installer son petit-fils sur le trône de Babylone, consolidant ainsi la position assyrienne dans le sud mésopotamien. Cet acte, autant diplomatique que dynastique, élargit l'influence de l'Assyrie et l'intégra pleinement dans les affaires régionales. En conclusion, le règne d'Ashur-Uballit Ier fut déterminant dans la transformation de l'Assyrie, passant d'un royaume secondaire à une puissance émergente. Par sa politique militaire, ses réformes administratives, son génie diplomatique et son innovation idéologique, il posa les fondations d'un empire durable. Son héritage inspira les générations suivantes et permit à l'Assyrie de devenir l'une des plus redoutables puissances du monde antique. Ashur-Uballit Ier reste ainsi une figure majeure, architecte de l'essor assyrien, empire assyrien moyen,
expansion militaire et administration. L'Empire assyrien moyen, qui prospéra entre 1392 et 934 av. J.C. environ, marqua une période charnière dans l'histoire mésopotamienne, caractérisée par une expansion militaire remarquable et une structure administrative sophistiquée. Émergeant après le déclin du royaume du Mitanni et l'affaiblissement des puissances voisines, l'Assyrie saisit l'occasion de s'affirmer comme une puissance régionale dominante. Sous des souverains tels qu'Assurubali Ier, Adad-Nirari Ier, Salmanasar Ier et Tiglath-Pileser Ier, l'Empire étendit son influence bien au-delà de ses frontières d'origine, devenant une formidable puissance militaire dotée d'un système de gouvernance centralisé et efficace. Le succès militaire du Moyen Empire assyrien était largement attribué à son armée professionnelle et bien organisée. L'armée assyrienne employait une combinaison d'infanterie, de cavalerie et de chars, coordonnée avec précision et discipline. Ces guerriers étaient équipés d'armes en fer, une avancée technologique qui leur conférait une supériorité sur nombre de ses contemporains encore dépendants du bronze. Les campagnes étaient menées avec une vision stratégique, visant souvent à affaiblir les bastions ennemis avant de s'enfoncer plus profondément dans les territoires hostiles. Le recours à la guerre de siège devint notamment une caractéristique des tactiques assyriennes. L'armée isolait systématiquement les villes, construisait des rampes et perçait les défenses à coups de bélier, démontrant non seulement sa force brute, mais aussi son expertise en ingénierie. À mesure que les conquêtes s'étendaient à travers la Mésopotamie, la Syrie et certaines régions d'Anatolie, la nécessité d'une administration structurée devint primordiale. Les Assyriens instauraient une bureaucratie centralisée pour gérer les vastes territoires sous leur contrôle. Des gouverneurs locaux, souvent nommés parmi la noblesse assyrienne ou parmi des chefs militaires de confiance, étaient chargés de maintenir l'ordre, de collecter le tribut et de garantir la loyauté envers le roi. Ces fonctionnaires opéraient sous la supervision directe de l'autorité centrale d'Assur, cœur politique et religieux de l'Empire. L'intégration des peuples conquis était gérée par des politiques de réinstallation et d'assimilation. Plutôt que d'anéantir les populations vaincues, les Assyriens déportaient et redistribuaient fréquemment les communautés à travers l'Empire afin de réduire les risques de rébellion et de stimuler l'activité économique dans les régions sous-peuplées. Les systèmes juridiques et administratifs médio-assyriens furent codifiés et inscrits, témoignant d'une évolution délibérée vers une gouvernance institutionnelle. Bien que strictes et hiérarchisées, les lois médio-assyriennes définissaient les rôles, les responsabilités et les sanctions au sein de la société, renforçant ainsi l'ordre social et l'autorité royale. Des tablettes administratives retrouvées sur divers sites révèlent des registres détaillés des rendements agricoles, de la répartition de la main-d'œuvre et de l'allocation des ressources, soulignant la complexité et l'efficacité de la gestion impériale. La classe des scribes joua un rôle crucial dans le maintien de ce système, agissant à la fois comme bureaucrate et archiviste. L'idéologie religieuse était étroitement liée à la gouvernance et à la conquête militaire. Le roi n'était pas seulement un chef politique, mais aussi le représentant de la divinité suprême, Assur. Les campagnes militaires étaient souvent présentées comme des missions divines, et les victoires perçues comme une preuve de la faveur divine. Les temples servaient à la fois de centres religieux et de centres administratifs, renforçant le lien entre pouvoir spirituel et pouvoir étatique. Cette fusion des rôles justifiait l'expansion et contribuait à maintenir la cohésion entre les diverses populations de l'Empire. Malgré ses atouts, le Moyen Empire assyrien n'était pas exempt de défis, des rébellions dans des provinces lointaines, la pression de puissances extérieures comme les Araméens et des conflits de succession interne perturbaient parfois la stabilité du royaume. Néanmoins, les cadres institutionnels et les innovations militaires développées durant cette période posèrent les bases du futur empire néo-assyrien qui allait prendre une importance encore plus grande au premier millénaire avant notre ère.
L'héritage du Moyen Empire assyrien réside dans la fusion réussie de sa puissance militaire et de sa sophistication administrative qui lui permit d'exercer une influence sur une région vaste et culturellement diversifiée pendant plusieurs siècles. Droit et gouvernance sous l'Empire assyrien moyen. L'Empire assyrien moyen, qui s'étendit de 1392 à 934 av. J.C., posa les bases d'un système impérial influent au Proche-Orient ancien. Durant cette période, l'Empire connut des transformations importantes dans ses structures administratives, juridiques et politiques. Des rois comme Assurubali Ier centralisèrent l'autorité et mirent en place des mécanismes pour assurer l'ordre dans un territoire en constante expansion. Droit et gouvernance étaient intimement liés, le système juridique consolidant les politiques étatiques. La suprématie royale était au cœur de ce système. Le roi représentait à la fois l'autorité politique et l'ordre divin, ce qui conférait à ses décisions une légitimité juridique et spirituelle. Son pouvoir s'étendait sur l'ensemble de la société. Il nommait des gouverneurs et hauts fonctionnaires chargés de superviser les provinces, appliquer la loi, percevoir les impôts et administrer localement, tout en rendant compte au pouvoir central. Ces responsables provenaient généralement des élites sociales et formaient les piliers de l'administration. Parmi les héritages notables de cette période figurent les lois médio-assyriennes, recueil codifié de textes juridiques révélant les valeurs et les pratiques du temps. Ces lois abordaient des domaines variés tels que la famille, la propriété, le commerce et le crime. Elles se distinguaient par leur rigueur, avec des peines allant de l'amende à la flagellation, la mutilation ou la mort. Cette sévérité visait à dissuader toute transgression et affirmait la primauté de l'autorité. Malgré une société patriarcale, certaines dispositions concernaient spécifiquement les femmes. Elles pouvaient posséder des biens, conclure des contrats ou comparaître en justice, bien que leurs droits fussent inférieurs à ceux des hommes. Un aspect marquant de la gouvernance médio-assyrienne était l'importance accordée à l'enregistrement des décisions et des données. Les scribes jouaient un rôle crucial en consignant les décrets, les jugements et les informations économiques sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Ces documents étaient conservés dans les archives étatiques, assurant une continuité administrative. En parallèle, un système de communication performant permettait la circulation rapide de l'information entre la capitale et les provinces, assurant à l'autorité centrale une vision actualisée de la situation sur l'ensemble du territoire. Les institutions religieuses étaient profondément intégrées à la structure étatique. Les temples jouaient un rôle religieux, mais aussi économique et administratif. Les grands prêtres, souvent désignés par le roi, administraient les terres du temple et géraient les offrandes. Cette fusion des fonctions religieuses et politiques renforçait la légitimité du souverain et contribuait à l'unité idéologique de l'Empire. Les rituels religieux insistaient sur la loyauté envers le roi et soulignaient la protection divine sur l'ensemble du royaume. L'architecture et l'art visuel servaient également à exprimer le pouvoir. Des palais, temples et bâtiments administratifs furent construits dans les principales cités, symbolisant l'ordre et l'organisation de l'État. Des bas-reliefs et des inscriptions y représentaient des victoires militaires, des cérémonies royales et des scènes de justice. Ces œuvres étaient autant d'outils de propagande affirmant la puissance et la justice des rois assyriens, rappelant l'ordre établi à l'ensemble des sujets. La flexibilité administrative constituait un autre pilier du système. En s'étendant, l'Empire englobait des peuples aux coutumes variées. L'administration acceptait parfois les usages locaux, à condition qu'ils ne contredisent pas la souveraineté royale. Cette approche pragmatique facilitait l'intégration des provinces sans altérer radicalement leurs traditions. L'équilibre entre centralisation du pouvoir et autonomie locale renforçait la cohésion impériale. Tout au long de la période médio-assyrienne, la combinaison d'une autorité légale forte, d'un appareil administratif rigoureux et d'une légitimation religieuse donna naissance à un modèle étatique résilient.
La justice était perçue comme l'expression de la volonté royale, et le droit reflétait les valeurs morales et sociales du temps. Bien que strict, le système juridique offrait des repères clairs pour maintenir l'ordre. En somme, l'Empire assyrien moyen a su bâtir une structure de gouvernance durable, fondée sur l'autorité centralisée, l'efficacité administrative et la légitimité religieuse. Ce modèle laissa une empreinte durable sur les systèmes juridiques et politiques des civilisations qui lui succédèrent. Art, architecture et religion dans l'ancienne Assyrie. Dans l'ancienne Assyrie, l'art, l'architecture et la religion formaient un tout indissociable qui a façonné l'identité d'une des civilisations les plus influentes du Proche-Orient ancien. Durant la période assyrienne primitive, du XXe au Xe siècle à JC, se sont développées des pratiques culturelles fondatrices de la grandeur impériale à venir. Héritière des traditions mésopotamiennes, l'Assyrie ancienne se distingue toutefois par des expressions artistiques, architecturales et religieuses uniques, qui révèlent une société ancrée dans l'autorité divine, la puissance militaire et la créativité rituelle. Les expressions artistiques de cette époque répondaient à des finalités à la fois utilitaires, symboliques et spirituelles. Contrairement aux bas-reliefs narratifs spectaculaires des siècles postérieurs, l'art de l'Assyrie primitive privilégiait des formes plus discrètes, motifs décoratifs, sceaux sculptés, statuettes. Ces objets, souvent réalisés en pierre ou en argile, représentaient des divinités, des figures mythiques ou des motifs stylisés. Leur fonction dépassait l'ornementation. Ils incarnaient des croyances spirituelles et affirmaient l'autorité royale. Les sceaux-cylindres, gravés avec finesse, servaient à marquer documents et biens, alliant efficacité administrative et témoignage divin. Ces objets, de petite taille, portaient une charge symbolique immense. L'architecture primitive assyrienne, bien que principalement fonctionnelle, intégrait aussi des dimensions religieuses et politiques. Dans les premières cités comme Assur, les constructions en briques crues dominaient, avec des murs fortifiés, un urbanisme simple, et surtout des temples communautaires au centre des agglomérations. Positionnés surélevés sur des plateformes, ces temples incarnaient le pouvoir sacré. Ils étaient décorés de cônes d'argile, de fresques, et servaient aussi bien de lieux de culte que de centres de gestion. Leur élévation soulignait l'importance des dieux dans la structure sociale. Parallèlement, les premiers palais royaux apparurent, séparés des temples, illustrant l'affirmation croissante du pouvoir royal par rapport au pouvoir religieux. La religion constituait le socle idéologique et social de l'Assyrie primitive. Le panthéon était proche de celui de Sumer et d'Akkad, avec la montée en puissance du dieu Assur, d'abord divinité locale, devenue symbole national. Il représentait à la fois l'ordre cosmique, la royauté divine et la conquête militaire. Le roi, considéré comme intermédiaire entre les dieux et les hommes, recevait sa légitimité à travers des rituels religieux, des sacrifices et des offrandes. Cette sacralité royale transparaît dans les inscriptions, les monuments et l'organisation même des espaces cultuels. Les pratiques rituelles, très codifiées, visaient à maintenir l'harmonie cosmique et à apaiser les forces divines. Offrandes, fêtes saisonnières et cérémonies de purification rythmaient le calendrier. Les temples, en plus de leur rôle spirituel, étaient aussi des centres économiques. L'art religieux, tel que les statues votives déposées dans les sanctuaires, incarnait la prière continue du fidèle. Ces statues stylisées, expressives dans leur posture et leurs traits, symbolisaient à la fois la piété personnelle et les idéaux collectifs. L'introduction de l'écriture cunéiforme joua un rôle majeur dans la diffusion des croyances et des institutions. Gravés sur tablettes d'argile ou sur stèles de pierre, les textes assyriens rapportaient des exploits royaux, des édits divins, des rites et des récits de construction. Ils assuraient la pérennité d'une idéologie religieuse qui liait pouvoir, ordre et sacralité. Ces textes permettaient aussi la gestion économique et administrative, consolidant ainsi un système politique centralisé
soutenue par une base religieuse. L'art, l'architecture et la religion se renforçaient mutuellement dans la Syrie primitive. Les objets d'art véhiculaient des symboles spirituels. L'architecture traduisait l'ordre religieux et politique. Les rituels incarnaient la piété et justifiaient l'autorité royale. Cette fusion des domaines matériels et divins permit à la Syrie de poser les fondements d'un pouvoir durable et d'une culture profondément marquée par la sacralité. Bien que souvent éclipsée par l'éclat de l'empire néo-assyrien, cette période primitive constitue un moment clé dans l'élaboration d'une identité assyrienne riche et cohérente. Empire néo-assyrien, l'ère de la construction impériale, 911-609 av. G.C. L'empire néo-assyrien, qui s'étendit de 911 à 609 av. J.C., marqua une époque de transformation dans le Proche-Orient ancien, marquée par une expansion agressive, des innovations administratives et un épanouissement culturel. Après une période de déclin relatif, les Assyriens s'élevèrent jusqu'à dominer un vaste territoire comprenant la Mésopotamie, une partie de l'Anatolie, le Levant et même l'Égypte pendant un temps. Leur ascension ne fut pas un simple retour au pouvoir, mais une réinvention complète de la construction d'empire, caractérisée par des campagnes militaires stratégiques, le développement des infrastructures et un système de gouvernance centralisé. Au cœur du succès néo-assyrien se trouvait une armée hautement organisée et disciplinée. Cette force était parmi les plus avancées de son époque, intégrant des armes en fer, des engins de siège et des unités de cavalerie, ce qui permit aux Assyriens de mener des campagnes de grande envergure avec une efficacité remarquable. Sous des rois tels qu'Assur-Nazir-Pal II, Tiglath-Pileser III, Sargon II, Sénachérib, Assar-Radon et Assurbanipal, l'Empire étendit ses frontières par la conquête, la diplomatie et l'intimidation. Ces dirigeants n'étaient pas seulement des stratèges militaires, mais aussi des administrateurs qui comprenaient l'importance d'intégrer des populations diverses au sein d'un système impérial cohérent. Assur-Nazir-Pal II prépara le terrain en reconstruisant Kalou, l'actuelle Nimrud, comme grande capitale, symbole du renouveau de la puissance assyrienne. Ces campagnes au Levant et en Anatolie furent un mélange de brutalité calculée et de négociations politiques. Tiglath-Pileser III réforma l'appareil militaire et administratif, créant une armée permanente et introduisant des gouverneurs provinciaux, responsables devant le roi, renforçant ainsi le contrôle central. Ces politiques permirent une gouvernance plus efficace des territoires conquis et limitèrent l'autonomie des dirigeants régionaux, garantissant ainsi la loyauté envers le trône assyrien. Sargon II renforça encore l'empire en déplaçant des populations rebelles et en installant des administrateurs loyaux dans des régions clés. L'établissement de Dur-Sharrukin comme nouvelle capitale reflétait à la fois son ambition et l'importance accordée par les Assyriens à l'architecture monumentale comme symbole de puissance. Son successeur, Sénachérib, mit à sac Babylone et lança une campagne contre Juda, événement qui fut repris plus tard dans divers textes historiques et religieux. Les projets de construction de Sénachérib, notamment la rénovation de Ninive et la création d'un vaste réseau de canaux, démontrèrent la capacité de l'Empire à développer l'urbanisme et à gérer les ressources. Assar-Radon, fils de Sénachérib, renversa la position de son père sur Babylone en reconstruisant la ville et en favorisant une politique d'apaisement envers le sud de la Mésopotamie. Ces campagnes s'étendirent jusqu'en Égypte, marquant l'apogée du contrôle territorial assyrien. Assurbanipal, dernier grand roi, présida à un épanouissement culturel et intellectuel, fondant la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qui préserva une richesse littéraire, scientifique et religieuse mésopotamienne pour les générations futures. Son règne fut marqué par un équilibre délicat entre guerre et culture, avec des victoires en Élam et une pression constante sur l'Égypte, tout en encourageant les arts et l'érudition. Malgré sa formidable puissance, l'empire néo-assyrien commença à se désagréger sous l'effet conjugué de conflits internes,
d'une expansion excessive et de la pression croissante des ennemis extérieurs. Les révoltes successives, combinées à l'entretien coûteux d'un empire tentaculaire, érodèrent l'autorité centralisée qui maintenait le royaume. Après la mort d'Assurbanipal, l'empire s'affaiblit considérablement, confronté à des prétendants au trône concurrents et à un mécontentement croissant parmi les peuples soumis. À la fin du 7e siècle avant J.C., une coalition de Mèdes, de Babyloniens et de Saïs lança des attaques décisives qui aboutirent à la chute de Ninive en 612 avant J.C. et à l'effondrement définitif de l'Empire en 609 avant J.C. L'héritage de l'Empire néo-assyrien demeure profond. Il fut un pionnier dans l'art de bâtir des empires, établissant des précédents en matière de stratégie militaire, de gouvernance et d'intégration culturelle qui influencèrent les civilisations ultérieures. Son architecture monumentale, ses reliefs complexes et ses archives administratives offrent un portrait détaillé d'une société profondément attachée à l'autorité et à l'ordre. Assur-Nazir-Pal II est la fondation de Kalou, Nimrud. Assur-Nazir-Pal II, l'un des rois les plus redoutables de l'empire néo-assyrien, régna de 883 à 859 av. G.C. Son règne marqua un tournant décisif dans l'histoire de la Syrie, car il raviva et étendit la puissance de l'Empire par sa puissance militaire, ses réformes administratives et des projets de construction monumentaux. Parmi ses réalisations les plus marquantes figurent la fondation et la transformation de Kalou, aujourd'hui Nimrud, en nouvelle capitale de l'Empire assyrien. Ce changement délibéré reflétait non seulement son ambition, mais aussi l'importance stratégique et symbolique qu'il accordait à la réaffirmation de la domination assyrienne au Proche-Orient ancien. Kalou existait avant le règne d'Assur-Nazir-Pal, mais c'était une colonie relativement mineure jusqu'à ce qu'il la choisisse comme centre de son pouvoir impérial. Sa situation, le long du Tigre, en faisait un lieu idéal pour le commerce, les communications et le contrôle des régions environnantes. Conscient de ce potentiel, Assur-Nazir-Pal entreprit une vaste campagne de développement urbain, transformant Kalou en un siège prestigieux du gouvernement, de l'organisation militaire et de l'autorité religieuse. La reconstruction de la ville fut un immense exploit, nécessitant une main-d'œuvre considérable, des compétences en ingénierie et une planification centralisée. Il employa une main-d'œuvre nombreuse, dont des prisonniers capturés lors de ses nombreuses campagnes militaires, pour construire d'imposants remparts, des canaux, des temples, des palais et des centres administratifs. Au cœur de Kalou se dressait le palais du Nord-Ouest, majestueuse résidence d'Assur-Nazir-Pal et épicentre symbolique de son règne. Il était orné d'impressionnants bas-reliefs qui non seulement représentaient les victoires militaires et les liens divins du roi, mais servaient également de propagande politique pour renforcer son pouvoir. Ces sculptures en pierre, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui, représentent des scènes détaillées de batailles, de chasses royales, de rituels religieux et de processions cérémonielles. Elles reflètent la vision d'un souverain à la fois guerrier et serviteur du divin, privilégiant l'ordre, l'autorité et la suprématie culturelle. Les campagnes militaires d'Assur-Nazir-Pal II contribuèrent grandement à la constitution des ressources et de la main-d'œuvre nécessaires à la transformation de Kalou. Il mena de nombreuses expéditions vers le nord et l'ouest, atteignant la Méditerranée. Ces campagnes apportèrent non seulement richesse sous forme de tribus et de butins, mais étendirent également le territoire et l'influence assyrien sur une vaste région. Le succès de ces conquêtes fut soigneusement documenté et gravé dans les murs mêmes de sa nouvelle capitale, garantissant ainsi la préservation du souvenir de ses exploits pendant des générations. Ces prouesses militaires eurent également une fonction pratique. Elles assurèrent un approvisionnement régulier en ouvriers, artisans et ressources nécessaires aux travaux de construction colossaux de Kalou. La religion jouait un rôle crucial dans l'administration d'Assur-Nazir-Pal, et Kalou fut conçu pour refléter ce rôle.
La ville abritait de grands temples dédiés à la principale divinité assyrienne, Assur, ainsi qu'à d'autres divinités importantes telles que Ninurta et Ishtar. En intégrant les institutions religieuses au tissu de la capitale, Assur-Nazirpal aligna son règne sur la sanction divine, renforçant ainsi sa légitimité. Les élites sacerdotales et les pratiques rituelles s'intégrèrent à l'appareil administratif, renforçant ainsi le lien entre volonté divine et autorité royale. Le déplacement de la capitale à Kalou eut également une importance administrative. En s'éloignant de l'ancienne capitale, Assur-Nazirpal II créa un nouveau centre de gouvernance, libéré des structures de pouvoir en place et de toute opposition. Kalou devint un centre administratif impérial, abritant fonctionnaires, scribes et gouverneurs chargés d'exécuter les politiques du roi. Elle servit de centre névralgique pour les communications à travers l'Empire et joua un rôle essentiel dans le maintien du contrôle sur les provinces éloignées. L'ampleur et l'ambition de la construction de Kalou reflétaient non seulement la richesse de l'Empire, mais aussi la vision d'Assur-Nazirpal d'un État assyrien centralisé et culturellement dominant. La cité était un symbole de la puissance et de l'unité impériale, incarnant les idéaux d'ordre, de conquête et de dévotion religieuse. À travers Kalou, Assur-Nazirpal II projeta une nouvelle image de la royauté, une royauté militairement victorieuse, guidée par Dieu et culturellement sophistiquée. Son règne posa les bases des futurs rois assyriens, qui suivraient ses traces et étendraient encore l'influence de l'Empire. Salmanasar III et les luttes avec la coalition occidentale. Salmanasar III, puissant roi d'Assyrie ayant régné de 859 à 824 av. J.C. est célèbre pour ses campagnes militaires et sa politique expansionniste. Son règne marqua une étape déterminante dans le développement de l'empire néo-assyrien, jalonné de succès mais aussi de résistance, notamment à l'ouest, où une redoutable alliance, la coalition occidentale, s'opposa à lui avec ténacité. Cette coalition, formée d'États levantins et de confédérations tribales, illustre une rare union régionale contre la puissance assyrienne. Les régions occidentales attiraient la Syrie en raison de leurs routes commerciales et ressources stratégiques. Pour asseoir son contrôle, Salmanasar lança plusieurs campagnes militaires. En 853 av. J.C., il mena une expédition décisive qui culmina à la bataille de Karkar. Cet affrontement majeur, mentionné dans les inscriptions assyriennes, opposa Salmanasar à une coalition comprenant Hadadézer de Damas, Achab d'Israël, ainsi que les chefs de Hamath, d'Aram et d'autres royaumes. Bien que Salmanasar ait revendiqué la victoire, la suite des événements révèle une réalité plus nuancée. Son avancée fut stoppée et il dut revenir à plusieurs reprises, preuve de la force de la résistance. La coalition occidentale fit preuve d'une résilience impressionnante. Malgré leurs intérêts divergents, les États coalisés s'unirent devant la menace assyrienne. Leurs forces, réunissant infanterie, cavalerie et chars, comptaient plusieurs dizaines de milliers d'hommes issus de tout le Levant. Le récit gravé sur le monolithe de Kurk décrit l'ampleur de la bataille et les succès proclamés par Salmanasar. Toutefois, le fait qu'il dût retourner sur le théâtre d'opération montre que cette alliance constitua un obstacle sérieux à ses ambitions. Pendant les décennies suivantes, Salmanasar poursuivit ses campagnes vers l'ouest. Chacune d'elles mettait à rude épreuve les ressources et les forces assyriennes. Le relief accidenté, les villes fortifiées et le morcellement politique du Levant rendaient la domination difficile. Néanmoins, Salmanasar persista à soumettre les cités, exiger des tribus et affaiblir l'alliance ennemie par la guerre et la diplomatie. Peu à peu, la Syrie étendit son influence sur certaines régions. Certains États, reconnaissant l'impasse d'une résistance prolongée, préférèrent verser tribut en échange d'une autonomie relative. D'autres, comme Damas ou Israël, oscillèrent entre opposition et compromis, ajustant leurs alliances au gré des équilibres de pouvoir.
Les campagnes de Salmanasar visaient non seulement la conquête militaire, mais aussi la démonstration de force et la consolidation du prestige assyrien, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume. L'art monumental et les inscriptions jouèrent un rôle clé dans cette entreprise de propagande. Bas-reliefs et textes officiels glorifiaient ces campagnes, montraient les ennemis défaits et dressaient la liste des tribus reçues. Ces représentations renforçaient sa légitimité, affirmaient la supériorité assyrienne et visaient à impressionner adversaires et successeurs. Pourtant, elles révèlent aussi la réalité d'une résistance persistante, notamment à l'ouest, jamais totalement brisée sous son règne. À mesure que Salmanasar vieillissait, des troubles internes commencèrent à miner le pouvoir assyrien. Des rivalités de succession apparurent, tandis que des gouverneurs locaux gagnaient en autonomie. Cette instabilité affaiblit l'autorité centrale, compliquant davantage les opérations militaires. Vers la fin de son règne, bien que de nombreuses zones aient été ravagées ou soumises partiellement, un contrôle total et durable de l'Ouest restait hors de portée. Le conflit avec la coalition occidentale met en lumière la complexité de l'expansion impériale dans l'Antiquité. Il ne s'agissait pas seulement de victoires militaires, mais d'une lutte prolongée mêlant affrontements, compromis, propagande et diplomatie. L'échec d'une domination complète souligne les limites d'un empire, même puissant, face à une résistance unifiée et déterminée. L'héritage de ces affrontements survécut à Salmanasar. Ils influencèrent les stratégies militaires et diplomatiques de ses successeurs, qui durent eux aussi combiner force et alliance. Les campagnes de Salmanasar III restent un épisode marquant de l'histoire du Proche-Orient, révélant la tension constante entre puissance impériale et défense des identités locales dans le monde antique. Tiglath-Pilser III. Réforme militaire et efficacité impériale. Tiglath-Pilser III, l'un des souverains les plus redoutables de l'empire néo-assyrien, régna de 745 à 727 av. J.C. Son règne transforma profondément l'organisation militaire et administrative de la Syrie, inaugurant une nouvelle ère d'efficacité impériale. Il convertit un système de provinces vassales hétérogènes en un empire centralisé, discipliné et durable. Conscient des faiblesses des structures militaires héritées, Tiglath-Pileser III entreprit une réforme radicale de l'armée, créant une force professionnelle permanente, capable de déploiement rapide et de campagnes prolongées, facilitant ainsi l'expansion territoriale et le maintien du contrôle. Avant son règne, l'armée assyrienne reposait principalement sur des levées de troupes temporaires, appelées pour la saison des campagnes, puis renvoyées à leur foyer. Cela empêchait toute présence militaire constante dans les régions conquises. En instaurant une armée permanente composée de soldats professionnels, soutenus par une logistique organisée, Tiglath-Pileser assura une disponibilité continue des forces. L'intégration de mercenaires étrangers et d'unités spécialisées, comme la cavalerie et les troupes de siège, permit de diversifier les capacités militaires. Cette réforme donna aux Assyriens une mobilité accrue, une meilleure adaptation tactique et une supériorité sur les armées traditionnelles, encore largement saisonnières et moins flexibles. L'utilisation d'armes en fer, de protections améliorées et de tactiques bien coordonnées augmenta l'efficacité de l'armée. Les campagnes menées par Tiglath-Pileser furent caractérisées par des sièges méthodiques, une discipline rigoureuse et un contrôle rapide des zones conquises. Il établit des garnisons dans des régions stratégiques pour assurer la stabilité. L'une de ses innovations majeures fut la division des grandes provinces en districts plus petits, confiés à des gouverneurs directement nommés par le roi. Cette organisation affaiblit le pouvoir de la noblesse locale, réduisit les risques de rébellion et renforça la centralisation. Sur le plan administratif, Tiglath-Pileser III remplaça les élites héréditaires des provinces par des fonctionnaires royaux nommés et surveillés. Ces administrateurs, responsables devant le pouvoir central, étaient régulièrement évalués, limitant la corruption
et empêchant la constitution de pouvoirs locaux indépendants. Cette réforme améliora la collecte des impôts qui finançaient l'armée, les travaux publics et les besoins de l'État. Le système fiscal devint plus rigoureux et les ressources furent mieux exploitées. Les tablettes retrouvées montrent que les gouverneurs devaient rendre compte de leurs actions, assurant transparence et efficacité. Sous son règne, l'Empire assyrien connut une phase d'expansion rapide, englobant la Syrie, une partie de l'Anatolie et de vastes régions mésopotamiennes. Tiglath-Pilser III combina génie militaire et stratégie politique, alternant intimidation, négociation et force brute. Il mena des campagnes efficaces et déploya une politique de déportation massive. Les populations réfractaires étaient déplacées pour briser les loyautés locales et repeupler des zones dévastées. Ces transferts diluaient les identités régionales, réduisaient les risques d'insurrection et accroissaient la main-d'œuvre agricole et artisanale, contribuant à la stabilité économique. Mais il ne fut pas seulement un conquérant. Il sut intégrer les populations conquises dans une administration unifiée, utilisant l'akkadien comme langue commune et mettant en place un réseau de routes et de communications sophistiquées. Cette infrastructure favorisait la transmission rapide des ordres royaux et renforçait la cohésion impériale. Le développement de relais et de postes de messagerie sur tout le territoire assyrien permit un contrôle accru sur de longues distances, garantissant la réactivité de l'appareil d'État. Un autre aspect central de son règne fut la mise en place d'une bureaucratie efficace. L'importance accordée aux archives, aux rapports militaires et aux documents administratifs révèle un souci d'organisation et une culture politique centrée sur la documentation. Les annales royales, rédigées avec précision, témoignent de l'exactitude des campagnes, de la gestion des provinces et des décisions stratégiques. Ce haut degré de documentation offre aujourd'hui un aperçu rare sur la gouvernance d'un empire antique. Sargon II et la fondation de Dur-Sharrukin. Sargon II, l'un des souverains les plus redoutables de l'empire néo-assyrien, monta sur le trône en 722 av. G.C. dans des circonstances encore mystérieuses. Sa prise de pouvoir suivit la disparition inexpliquée de Salmanasar V. Bien que Sargon revendiquât une ascendance royale, aucune preuve directe ne le relie au roi précédent, laissant penser que son ascension fut peu être due à des manœuvres politiques ou à un soutien militaire décisif. Quelle qu'ait été la voie vers le trône, Sargon II se révéla un souverain ambitieux et efficace, qui laissa une marque durable, notamment par la création de sa capitale monumentale, Dur-Sharrukin. Dès le début de son règne, Sargon entreprit de vastes campagnes militaires pour sécuriser les frontières et asseoir son autorité. Des montagnes de l'Urartu, au nord, aux côtes du Levant, il réprima des révoltes et renforça le contrôle assyrien sur des territoires instables. Ces victoires consolidèrent son pouvoir et apportèrent de riches tributs à l'Empire. Fort de cette prospérité retrouvée, Sargon décida de fonder une nouvelle capitale, qui serait à la fois un symbole de son autorité et de la faveur divine dont il se réclamait. Dur-Sharrukin, ou forteresse de Sargon, fut fondée en 706 av. J.C., près de l'actuel Khorsabad, au nord de l'Irak. La ville fut pensée comme une incarnation de l'ordre, du prestige royal et de la puissance militaire. Sa construction fut rapide grâce aux ressources colossales et à la main-d'œuvre disponible dans l'Empire. Son plan urbanistique fut méticuleusement conçu, intégrant des murailles massives, des quartiers résidentiels, des temples, des bâtiments administratifs et un palais royal au cœur de la cité. Le palais de Sargon représentait le sommet de l'architecture assyrienne. Ce vaste complexe était orné de bas-reliefs finement sculptés, d'inscriptions commémoratives et de statues monumentales de Lamassu. Ces créatures mythologiques à tête humaine, corps de lion ou de taureau et ailes d'aigle, étaient placées à l'entrée des portes pour protéger le roi et impressionner les visiteurs. Ces éléments n'étaient pas seulement décoratifs.
Il reflétait une stratégie politique sophistiquée visant à affirmer la légitimité divine du souverain et à intimider ses ennemis. Dur-Sharrukin ne devait pas se limiter à une capitale politique. Sargon l'a conçu comme un microcosme du cosmos assyrien, intégrant fonctions religieuses, administratives et militaires dans un espace harmonieux. Les temples dédiés aux dieux étaient disposés selon des orientations symboliques liées aux astres, exprimant l'idée que le pouvoir royal suivait un ordre divin. Par cette nouvelle capitale, Sargon rompit avec les traditions passées pour affirmer une ère nouvelle, définie selon ses propres ambitions. Cependant, malgré tous les moyens mobilisés, Dur-Sharrukin connut une existence brève. En 705 av. J.C., un an après l'achèvement de la ville, Sargon trouva la mort en combattant les Cimmériens. Son corps ne fut jamais retrouvé, événement qui sema le doute au sein de la cour sur sa protection divine. Son fils, Sennachérib, choisit d'abandonner Dur-Sharrukin et transféra la capitale à Ninive. Peut être pour se démarquer d'un projet désormais perçu comme funeste. Aujourd'hui, les vestiges de Dur-Sharrukin témoignent encore de l'ambition de Sargon II. Les fouilles archéologiques menées au XIXe et XXe siècle y ont révélé des portions de murailles, des reliefs sculptés et les ruines du palais royal. Ces découvertes ont permis aux historiens de mieux comprendre l'idéologie politique assyrienne, son art monumental et l'urbanisme planifié propre à l'époque néo-assyrienne. L'analyse des inscriptions et des décorations murales renforce l'idée que Dur-Sharrukin était bien plus qu'une simple ville. C'était une mise en scène politique et religieuse. Rétrospectivement, la fondation de Dur-Sharrukin fut un acte stratégique de légitimation. En érigeant cette ville, Sargon II affirmait son pouvoir, son indépendance idéologique et sa volonté de laisser une empreinte durable. Même si la ville ne vécut que brièvement, elle reste l'un des exemples les plus frappants de l'intersection entre architecture, autorité et symbolisme dans le monde antique. Elle incarne encore aujourd'hui l'image d'un roi visionnaire, déterminé à inscrire son nom dans l'histoire par la pierre et la gloire. Le grand règne de Sennachérib est le siège de Jérusalem. Le règne de Sennachérib, roi d'Assyrie de 705 à 681 av. G.C., constitue l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de la Mésopotamie antique. Connu pour ses campagnes militaires, ses réformes administratives et ses prouesses architecturales, Sennachérib était un souverain d'une ambition et d'une autorité exceptionnelles. Il succéda à son père, Sargon XVI, et affirma rapidement sa domination sur tout le Proche-Orient. L'héritage de Sennachérib est souvent remémoré par le siège dramatique de Jérusalem en 701 av. J.C., un événement relaté non seulement dans les annales assyriennes, mais aussi dans les textes bibliques et d'autres sources historiques. Son règne incarne la puissance et la complexité de l'empire assyrien à son apogée. Sennachérib hérita d'un vaste empire exigeant une attention et un engagement militaire constant. Ses premières années sur le trône furent marquées par des révoltes et des résistances dans plusieurs régions, dont Babylone, l'Élam et le Levant. Il lança des campagnes agressives pour réprimer les rébellions et renforcer l'autorité assyrienne. Maître en logistique et en stratégie militaire, Sennachérib dirigea ses armées avec précision, veillant à ce que les provinces éloignées restent sous contrôle. Ces campagnes furent minutieusement documentées par des inscriptions cunéiformes et des bas-reliefs de palais, soulignant non seulement ses succès militaires, mais aussi la puissance de l'État assyrien. Ces documents décrivent un souverain déterminé à consolider et à étendre son empire, usant à la fois de la force et d'une diplomatie calculée. Parmi ses exploits militaires les plus célèbres figure la campagne contre le royaume de Juda. Ézéchias, roi de Juda, s'était rebellé contre la domination assyrienne, probablement encouragé par des alliances avec l'Égypte et d'autres puissances régionales. En réponse, Sennachérib marcha vers l'ouest, soumettant de nombreuses villes fortifiées de Juda et affirmant sa domination sur toute la région.
Son siège de Jérusalem fut l'un des événements les plus marquants de son règne. Selon des sources assyriennes, il piégea Ézéchias comme un oiseau en cage, encerclant la ville avec une puissante force militaire. Cependant, malgré la puissance de l'armée assyrienne et sa victoire dans la conquête d'autres villes de Judée, Jérusalem elle-même ne fut pas prise. Les raisons du retrait des Assyriens de Jérusalem restent un sujet de débat parmi les érudits. Les inscriptions assyriennes vantent victoire et tribut, mais ne revendiquent pas la conquête de la ville. Les récits bibliques, quant à eux, suggèrent qu'une intervention divine ou une peste aurait frappé le camp assyrien, le forçant à battre en retraite. D'autres historiens émettent l'hypothèse que des considérations politiques ou des contraintes logistiques auraient influencé la décision de Sennachérib de laisser la ville intacte. Quelle qu'en soit la cause, il n'en demeure pas moins que Jérusalem a survécu au siège et qu'Ézéchias a conservé son trône, bien que vassal sous l'influence assyrienne. Le règne de Sennachérib fut également marqué par des avancées architecturales et infrastructurelles majeures, notamment dans la capitale Ninive. Il transforma Ninive en un magnifique centre urbain, construisant de nouveaux palais, jardins et temples. L'un de ses projets les plus célèbres fut la construction d'un système d'aqueducs sophistiqué pour alimenter la ville en eau, une prouesse d'ingénierie témoignant de la sophistication de l'innovation assyrienne. Son palais, souvent appelé le « palais sans rival », était orné de reliefs détaillés, illustrant ses campagnes et ses exploits. Ces représentations artistiques servaient à la fois de documents historiques et d'outils de propagande, renforçant le droit divin du roi à régner et son pouvoir sur ses ennemis. Malgré ces exploits, le règne de Sennachérib prit fin dans la tourmente. Sa décision de privilégier un fils, Assaradon, au détriment des autres dans l'ordre de succession, provoqua des conflits familiaux. En 681 Av, J.C., il fut assassiné par 2 de ses fils lors d'une révolution de palais. Assaradon finit par monter sur le trône et perpétua l'héritage de son père, même si ce conflit interne marqua une fin amère au règne de Sennachérib. Néanmoins, son influence sur l'Empire assyrien et son impact sur l'histoire du Proche-Orient ancien demeurent profonds. Le règne de Sennachérib est resté dans les mémoires pour sa puissance militaire, son génie architectural et sa confrontation dramatique avec Jérusalem. Ces actions ont remodelé le paysage politique de la région et ont laissé une empreinte indélébile dans les archives historiques et archéologiques. Grâce à un mélange d'ambition, d'intelligence et de cruauté, Sennachérib s'est imposé comme l'un des souverains les plus redoutables du monde antique. Assaradon et la conquête de l'Égypte. Assaradon, l'un des souverains les plus redoutés de l'empire néo-assyrien, régna de 681 à 669 Av, J.C. et marqua l'histoire antique par ses campagnes militaires ambitieuses et sa gouvernance avisée. Parmi ses plus grands exploits figure la conquête de l'Égypte, événement qui étendit l'influence assyrienne jusqu'en Afrique et transforma durablement l'équilibre géopolitique du Proche-Orient. Héritier du trône après l'assassinat de son père, Sennachérib, il dut d'abord triompher dans une guerre de succession brutale. Une fois au pouvoir, il s'employa à consolider l'empire et à poursuivre son expansion, à la fois par la force et par la diplomatie. L'Égypte représentait pour Assaradon un double enjeu, un rival stratégique et une occasion d'élargir l'influence assyrienne. Elle était alors gouvernée par la 20e dynastie couchite, originaire de Nubie, sous le règne du pharaon Taharqa. Cette dynastie avait étendu son autorité vers le nord et représentait une menace directe pour la domination assyrienne au Levant. Pour Assaradon, l'intervention en Égypte visait à protéger les réseaux commerciaux et l'autorité impériale. Il débuta par des incursions dans les régions frontalières, soumettant des cités alliées à Taharqa et recueillant des renseignements militaires cruciaux. En 675 Av, J.C., il lança une première grande expédition militaire contre l'Égypte. Toutefois, cette tentative échoua en raison de la résistance acharnée des Égyptiens et de complications logistiques. L'armée dut se retirer,
sans parvenir à son objectif. Plutôt que d'abandonner, Assaradon retourna en Assyrie, déterminé à préparer une campagne plus efficace. Il réorganisa ses troupes, intégra des unités alliées, renforça la logistique et consolida les lignes de communication et de ravitaillement nécessaires pour une guerre à longue distance. En 671 Av, J.C. Assaradon lança une seconde offensive, cette fois plus méthodiquement préparée. Traversant la péninsule du Sinaï, son armée dut affronter des obstacles naturels et des embuscades, mais elle réussit à pénétrer le delta du Nil. La campagne culmina avec la capture de Memphis, capitale stratégique de l'Égypte. Taharqa fut contraint de fuir vers le sud. À Thèbes, la chute de Memphis marqua un tournant. Elle symbolisait la victoire militaire assyrienne et brisa la résistance organisée dans la basse Égypte. Cependant, Assaradon n'adopta pas une stratégie de pillage classique. Conscient de l'importance de la stabilité locale, il opta pour une politique d'occupation structurée. Des gouverneurs fidèles furent nommés pour administrer les villes égyptiennes, tandis que les traditions locales furent partiellement respectées afin de limiter les troubles. Des réformes administratives furent mises en place pour assurer la collecte du tribut et maintenir l'ordre. Des princes égyptiens furent envoyés en Assyrie, à la fois comme otages et pour être formés selon les normes assyriennes. Cette gouvernance indirecte permit d'instaurer un contrôle durable, bien que fragile, sur la région conquise. Pour renforcer sa légitimité, Assaradon fit graver des inscriptions triomphales le représentant comme roi désigné par les dieux. Ces textes mettaient en scène la soumission des peuples vaincus, y compris les Koushites, et soulignaient le pouvoir du roi d'Assyrie. Ces œuvres de propagande visaient aussi à intimider les autres puissances régionales. Néanmoins, malgré ce succès, maintenir l'ordre en Égypte s'avéra difficile. Des soulèvements éclatèrent, et Taharqa tenta un retour pour reprendre le pouvoir, menaçant la domination assyrienne. La conquête de l'Égypte représentait l'apogée de l'expansion militaire assyrienne. Elle montrait jusqu'où l'Empire pouvait projeter sa puissance. À sa mort en 669 Av, J.C. Assaradon laissa un plan de succession bien structuré qui permit à son fils Assurbanipal d'accéder au trône. Celui-ci poursuivit les efforts de contrôle sur l'Égypte, mais se heurta lui aussi à une résistance tenace. La brève occupation démontra les limites de l'expansion assyrienne dans un territoire aussi vaste et complexe. Ainsi, la conquête de l'Égypte ne fut pas seulement un exploit militaire, mais une manœuvre stratégique dans la grande politique impériale. Elle illustra la détermination d'Assaradon à protéger les frontières de son empire, à projeter sa puissance et à renforcer son autorité. Bien qu'éphémère, cette campagne mit en lumière ses qualités de chef militaire et de stratège visionnaire, et son nom demeure lié à l'un des épisodes les plus ambitieux de l'histoire assyrienne. Assurbanipal, le roi érudit et la bibliothèque de Ninive. Assurbanipal, l'un des derniers grands rois de l'empire néo-assyrien, régna de 669 à 630 et un Av, G.C. environ. Son héritage est marqué non seulement par la conquête militaire et le contrôle politique, mais aussi par son engagement exceptionnel envers le savoir et la culture. Parmi les nombreux souverains de l'ancienne Mésopotamie, Assurbanipal se distingua par son engagement profond envers les sciences. Il était un rare mélange de guerrier et d'érudit, un empereur qui étendit les frontières de son empire et entretint l'un des plus importants dépôts de savoir du monde antique, la bibliothèque de Ninive. Né dans une famille royale, Assurbanipal reçut une éducation unique pour un futur roi. Contrairement à de nombreux souverains de son époque qui s'appuyaient uniquement sur les prêtres et les scribes pour acquérir leur savoir, Assurbanipal était lettré et versé dans diverses disciplines académiques. Il étudia les mathématiques, la divination, la lecture et l'écriture cunéiforme, ainsi que les rituels complexes de la religion assyrienne. Cette formation intellectuelle forgea sa vision de la royauté
où sagesse et gouvernance étaient intimement liées. Son éducation lui apporta non seulement des compétences administratives, mais aussi une profonde connaissance des archives culturelles et historiques de son peuple. Le règne d'Assurbanipal fut marqué par des campagnes militaires victorieuses qui maintinrent et étendirent la domination assyrienne au Proche-Orient. Ces armées écrasèrent des rébellions et placèrent de nouveaux territoires sous contrôle assyrien, sécurisant ainsi des routes commerciales et des ressources vitales. Malgré ses exploits sur le champ de bataille, ce qui distinguait véritablement Assurbanipal était sa passion pour la collecte de textes et la préservation de l'écrit. Il chargea fonctionnaires et scribes de parcourir son empire et au-delà afin de récupérer des tablettes dans les temples et les bibliothèques. Son objectif était de rassembler tous les savoirs importants du monde mésopotamien et de les conserver dans une seule et même grande archive, la bibliothèque de Ninive. La bibliothèque, installée dans son palais de Ninive, était une œuvre extraordinaire. Elle contenait des dizaines de milliers de tablettes d'argile gravées en cunéiforme, couvrant un large éventail de sujets, dont la littérature, le droit, la médecine, l'astronomie, la religion et les rituels. Parmi ces fonds les plus célèbres figurait l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues de l'humanité. La bibliothèque conservait également des dictionnaires bilingues et des archives administratives, reflétant la diversité et le multilinguisme de l'Empire. Les efforts d'Assurbanipal ont permis de préserver le savoir, mais aussi de le systématiser et de le rendre accessible aux générations futures de scribes et d'érudits. L'importance particulière de la bibliothèque de Ninive réside dans son rôle dans la préservation de la civilisation mésopotamienne. Une grande partie des connaissances des historiens modernes sur Sumer, Akkad, Babylone et la Syrie provient des textes de cette vaste collection. L'organisation méticuleuse de la bibliothèque, avec ses systèmes de catalogage et ses colophons indiquant l'origine des textes, témoignait d'une maîtrise approfondie des méthodes d'archivage. Assurbanipal ne se contenta pas de thésauriser des textes. Il créa une institution dédiée à l'accumulation et à la préservation du savoir. Sa bibliothèque n'était pas destinée au grand public, mais à l'élite des érudits et des prêtres qui utilisaient ces ressources pour orienter les pratiques religieuses, la gouvernance et l'éducation. La vision d'Assurbanipal de la royauté, fusion de la puissance et de l'intelligence, était unique dans le monde antique. S'il conservait une réputation de souverain féroce, son engagement envers le patrimoine culturel a laissé un héritage plus durable. Ses inscriptions vantaient souvent sa capacité à lire et à comprendre les écritures anciennes, source de grande fierté et rareté parmi les souverains de son époque. Dans ces textes, il se décrivait comme le gardien du savoir sacré, choisi par les dieux pour préserver la sagesse divine. Après sa mort, l'Empire assyrien déclina progressivement, et Ninive finit par tomber aux mains des envahisseurs. Cependant, la bibliothèque survécut en partie grâce à la résistance des tablettes d'argile. Des fouilles au XIXe siècle mirent au jour ce trésor, stupéfiant le monde moderne et remodelant la compréhension de l'histoire ancienne. Grâce à la bibliothèque de Ninive, le rêve d'Assurbanipal de préserver les acquis culturels et intellectuels de sa civilisation se réalisa. Son héritage de roi érudit perdure non pas dans ses conquêtes, mais dans le savoir qu'il a transmis aux générations futures. La vie dans l'Empire assyrien. Société, rôle et vie quotidienne. La vie dans l'Empire assyrien était structurée et hiérarchisée, façonnée par une domination militaire puissante, des systèmes administratifs développés et des traditions enracinées. Couvrant une large période et un vaste territoire en Mésopotamie, cet empire antique était l'un des plus influents de son époque. Sa société était organisée selon des classes distinctes, ce qui influençait le travail, l'éducation, la religion et les relations familiales. Au sommet se trouvait le roi, chef suprême et représentant de l'autorité divine. Son pouvoir absolu comprenait l'expansion territoriale,
l'application de la justice et la médiation entre les dieux et le peuple. Il était entouré d'une élite composée de nobles et hauts fonctionnaires, souvent issus de sa famille ou de proches loyaux. Ils étaient responsables de la gouvernance, de la guerre et des devoirs religieux. Ces privilégiés possédaient terres et richesses, vivaient dans de grandes demeures et administraient leurs biens avec l'aide de scribes et de serviteurs. L'armée occupait une place centrale dans la société assyrienne. Tous les hommes valides pouvaient être appelés à combattre, surtout lors des nombreuses campagnes de conquête. Les soldats étaient respectés et parfois récompensés pour leurs exploits. L'armée était bien organisée, avec des unités spécialisées comme les archers, les conducteurs de chars et les ingénieurs de siège. Grâce à une discipline stricte et à des innovations militaires, l'Empire assyrien bâtit l'une des forces les plus redoutables du monde antique. Les scribes avaient un rôle fondamental dans l'administration. Experts en écriture cunéiforme, ils géraient les archives, rédigeaient les lois, les comptes et les correspondances officielles. Leur formation, longue et exigeante, était réservée à une minorité. Travaillant dans les palais et les temples, ils facilitaient la communication entre les régions et garantissaient le bon fonctionnement de l'Empire. Ils jouaient aussi un rôle culturel, conservant les textes littéraires et les traditions religieuses. La majorité de la population vivait dans des conditions modestes. Les agriculteurs formaient la base de l'économie, cultivant les terres, appartenant à l'État ou à l'élite. Ils payaient des impôts en nature ou en travail. Leur production de céréales et d'autres denrées soutenait l'ensemble du système impérial. Les artisans forgerons, potiers, tisserands résidaient en ville ou dans les villages. Ils fabriquaient des objets pour la consommation locale ou le commerce, souvent regroupés en guildes, transmettant leurs techniques de génération en génération. Le rôle des femmes variait selon leur position sociale. Les femmes de l'élite administraient les affaires domestiques et les domaines familiaux, certaines exerçant une influence discrète sur les affaires politiques ou religieuses. La plupart des femmes, toutefois, se consacraient aux tâches domestiques, à l'éducation des enfants et au tissage. Certaines travaillaient dans les temples comme prêtresses ou servantes. Bien que la société fût patriarcale, les femmes étaient respectées pour leur rôle familial et religieux. La religion imprégnait tous les aspects de la vie assyrienne. Les temples dédiés à des divinités comme Assur, Ishtar et Nabu occupaient une place centrale dans les villes et villages. Les habitants y offraient prières et sacrifices pour obtenir protection, bonne récolte et santé. Les fêtes religieuses rassemblaient la population autour de rituels, processions et cérémonies. Le roi lui-même construisait des temples et dédiait ses victoires aux dieux, renforçant ainsi son lien sacré avec le divin. Les villes assyriennes, comme Ninive et Assur, étaient des centres animés de culture, d'administration et de commerce. Leurs marchés proposaient des produits locaux et importés, allant des objets de luxe aux produits de première nécessité. Les rues étaient bordées de maisons en briques crues, d'ateliers, de temples et de bâtiments officiels. Les palais royaux étaient décorés de fresques et de statues illustrant des scènes de guerre, de justice et de piété, servant à affirmer la puissance du roi et l'unité de l'Empire. Malgré la hiérarchie stricte, la société assyrienne était animée par des valeurs de communauté, de devoir et de résilience. Chaque classe jouait un rôle dans la stabilité de l'Empire. Leur contribution collective à l'art, à la guerre, à l'administration et à la spiritualité a marqué l'histoire. La vie dans l'Empire assyrien, bien que souvent rude, était soutenue par un sens profond de l'ordre, de l'honneur et de la foi. Prouesses militaires et techniques de guerre de siège. Les prouesses militaires et les techniques de siège ont marqué l'histoire de la guerre depuis l'Antiquité. De Mésopotamie aux châteaux médiévaux d'Europe, la guerre de siège a évolué en parallèle avec les progrès de la stratégie, de l'ingénierie et de la technologie militaire. Les fortifications offraient des avantages défensifs considérables, poussant les assaillants à imaginer des méthodes toujours plus ingénieuses pour les percer.
La force brute seule ne suffisait souvent pas. Renseignements, logistique et pression psychologique étaient aussi des armes essentielles. La prouesse militaire s'évaluait souvent à l'aune de la capacité à mener des sièges avec succès. Cela exigeait bien plus que la simple puissance physique ou une armée disciplinée. Les grands généraux démontraient un sens aigu du timing, de la patience et de l'adaptabilité. Une armée en campagne de siège devait gérer des menaces variées, maladies, manque de vivres, renforts ennemis, maintenir le moral, gérer les ressources et anticiper les réactions de l'adversaire étaient autant de défis à relever. Dans l'Antiquité, la guerre de siège reposait sur des outils rudimentaires mais adaptés à l'époque. Les assaillants utilisaient béliers, échelles et tours de siège pour franchir les murailles. Le feu était un atout majeur. Incendier les portes ou structures en bois pouvait affaiblir rapidement une position défensive. Avec le temps, les machines de jet comme les catapultes ou balistes furent introduites. Ces armes permettaient d'endommager les défenses à distance, préparant le terrain pour une attaque directe. Les ingénieurs devinrent essentiels dans ces campagnes, créant des machines de guerre, creusant des tunnels sous les murailles ou érigeant des rampes pour permettre aux troupes de franchir les obstacles. Au Moyen Âge, les tactiques de siège se sont nettement perfectionnées. Les châteaux en pierre épaisse, entourés de douves, représentaient des défis redoutables. Le trébuchet, une catapulte à contrepoids, s'imposa comme une arme de siège puissante, capable de lancer de lourds projectiles pour briser murs et murailles. Les assiégeants utilisaient aussi des stratégies psychologiques, couper l'eau, affamer la population ou projeter des cadavres dans l'enceinte pour y semer la peste. Ces méthodes visaient à affaiblir les défenses tant physiquement que mentalement. Le minage était une autre technique répandue, creuser sous les murs pour en faire s'écrouler les fondations. Les défenseurs réagissaient en creusant des contre-mines ou en lançant des sorties nocturnes pour interrompre les travaux ennemis. Ces batailles souterraines étaient aussi périlleuses que les combats en surface. Les camps de siège devenaient parfois des installations semi-permanentes avec système de distribution de vivres, de communication et de soins médicaux. Une organisation logistique rigoureuse était cruciale, surtout lorsque les sièges s'étiraient sur plusieurs mois. Les sièges navals représentaient un autre aspect de cette forme de guerre. Les villes portuaires exigeaient souvent un blocus maritime pour couper les renforts ou les approvisionnements. Cela impliquait une coordination précise entre les forces terrestres et navales, l'emploi de plateformes flottantes, de brûlots et parfois même de chaînes pour barrer les accès maritimes. Le contrôle de la mer pouvait s'avérer décisif, surtout lorsqu'il complétait un encerclement terrestre. La guerre de siège n'était pas seulement une épreuve de force, mais aussi une démonstration d'intelligence et d'innovation. Elle influença profondément l'architecture militaire, menant à des constructions plus complexes comme les châteaux concentriques ou les forts en étoiles. À chaque amélioration défensive correspondait une contre-mesure offensive, alimentant un cycle constant d'adaptation. Ce va-et-vient technologique contribua à l'évolution des armées et des sociétés. La véritable prouesse dans la guerre de siège résidait dans la capacité à répondre aux nouveaux défis, à optimiser les ressources disponibles et à devancer l'adversaire. Ce type de guerre était long, coûteux et souvent destructeur. Pourtant, il mettait en lumière la détermination, la créativité et l'endurance des combattants. Derrière les murs assiégés ou dans les camps retranchés se jouait un affrontement total, mobilisant non seulement les armes, mais aussi les esprits. La guerre de siège, brutale mais stratégique, incarne l'un des aspects les plus complexes de l'histoire militaire. Elle démontre comment les conflits ont stimulé l'ingéniosité humaine, laissé des traces durables dans les paysages et marqué profondément les civilisations. La chute de l'Empire assyrien. L'Empire assyrien, longtemps la puissance la plus redoutée du Proche-Orient antique, connut un déclin aussi rapide que spectaculaire à la fin du 7e siècle AVG-C. Célèbre pour ses prouesses militaires, son administration sophistiquée et ses vastes projets architecturaux, l'Empire dominait autrefois la Mésopotamie
et avait étendu son influence jusqu'en Égypte, en Anatolie et au Levant. Mais derrière cette apparente invincibilité se cachaient des fragilités profondes. Des tensions internes croissantes et des pressions extérieures finirent par précipiter son effondrement. Les fondements de cette chute furent posés durant la phase d'expansion de l'Empire. Sous des souverains ambitieux comme Tiglath-Pileser III, Sargon II et Assurbanipal, l'Assyrie atteignit une envergure territoriale inégalée. Si cette croissance apporta richesse et tribut, elle mit aussi à rude épreuve les capacités militaires et administratives de l'État. Gouverner un territoire si vaste et hétérogène nécessitait des ressources immenses et des campagnes militaires constantes pour réprimer les révoltes et maintenir l'autorité impériale. Cette militarisation permanente finit par affaiblir l'économie et provoquer une lassitude croissante au sein de la population, notamment dans les grandes cités du cœur assyrien. En même temps, l'attitude impitoyable de la Syrie envers les peuples conquis contribua à créer un climat de ressentiment. Les déportations massives, les destructions de villes et les lourdes taxes instaurées dans les provinces nourrirent une hostilité durable. Ces méthodes, bien qu'efficaces à court terme, semèrent les graines d'une opposition structurée. L'Empire, trop centralisé et dépendant de sa supériorité militaire, se retrouva vulnérable dès que son pouvoir montra des signes de faiblesse. L'un des facteurs déterminants du déclin fut l'instabilité qui suivit la mort d'Assurbanipal vers 627 av. J.C. S'ensuivit une période de troubles internes marquée par des conflits de succession et des guerres civiles. Plusieurs prétendants au trône se disputèrent le pouvoir, affaiblissant la cohésion politique et militaire de l'État. L'administration centrale perdit le contrôle de certaines régions et la loyauté des gouverneurs provinciaux s'émietta. L'Empire n'était plus capable de faire face efficacement aux menaces croissantes qui pesaient sur ses frontières. Pendant ce temps, les ennemis traditionnels de la Syrie commencèrent à se coaliser. Les Babyloniens, dirigés par Nabopolassar, s'allièrent avec les Mèdes sous Siaxar, une alliance qui allait s'avérer fatale à l'Empire. Ces deux puissances, longtemps soumises ou marginalisées par la Syrie, saisirent l'occasion offerte par le chaos interne pour lancer une série d'attaques coordonnées. À cette coalition vinrent s'ajouter les Cythèses et les Cimmériens, peuples nomades qui voyaient aussi dans l'affaiblissement assyrien une opportunité de revanche. Le point culminant de cette offensive fut le siège de Ninive en 612 av. G.C. Capitale emblématique de l'Empire, centre politique et culturel majeur, Ninive fut assiégée puis détruite après d'intenses combats. Sa chute marqua un tournant décisif, tant symbolique que stratégique. Privées de leur capitale et de leurs centres administratifs, les forces assyriennes tentèrent de se replier vers d'autres bastions, notamment Haran. Mais l'élan des envahisseurs ne faiblit pas. En 609 av. J.C. Haran tomba à son tour, signant la fin officielle de l'Empire assyrien en tant qu'entité politique. Malgré la disparition de son pouvoir, l'héritage assyrien survécut. L'administration assyrienne, avec ses systèmes de gouverneurs, sa bureaucratie centralisée et ses archives écrites, influença profondément les empires qui suivirent, en particulier les Babyloniens néo-chaldéens et les Perses. L'ingénierie, l'urbanisme, les arts et les savoirs scientifiques assyriens laissèrent une empreinte durable. Les bibliothèques comme celle d'Assurbanipal à Ninive contribuèrent à préserver des textes fondamentaux de la culture mésopotamienne. La chute de la Syrie illustre avec force la fragilité des empires fondés sur la coercition, la conquête et une centralisation extrême. Une expansion trop rapide, une gouvernance rigide, l'absence d'intégration des peuples soumis et les rivalités internes affaiblirent progressivement l'Empire. Lorsque le centre vacilla, l'ensemble s'effondra rapidement. Ce déclin, loin d'être soudain, fut l'aboutissement logique de tendances latentes que les dirigeants n'avaient pas su corriger. Historiquement, la fin de l'Empire assyrien transforma profondément l'équilibre du Proche-Orient antique. En libérant de nouveaux espaces de pouvoir,
Elle permit l'ascension de nouvelles puissances et redessina durablement la carte politique et culturelle de la région. L'héritage de l'Empire assyrien dans les civilisations ultérieures, l'Empire assyrien, l'une des puissances les plus redoutables du Proche-Orient antique, a laissé une empreinte profonde sur les civilisations ultérieures. Originaire du nord de la Mésopotamie, l'Empire assyrien prospéra du 7e siècle avant notre ère, bâtissant une domination sans précédent, même après sa chute en 612 av. Ses innovations et structures ont perduré, influençant durablement la gouvernance, la stratégie militaire, l'architecture, la culture et les pratiques religieuses des sociétés qui lui ont succédé. Un des aspects les plus significatifs de l'héritage assyrien est le développement d'une administration centralisée et d'un modèle impérial efficace. Les Assyriens mirent en place une bureaucratie hiérarchisée, où des gouverneurs de province exécutaient les ordres du centre, percevaient les impôts et géraient les affaires locales. Cette organisation, renforcée par des archives détaillées et un contrôle strict, servit de modèle aux empires suivants, notamment les Perses achéménides, puis les Romains. Ce système permit la gestion efficace de vastes territoires, le maintien de la loi et le développement du commerce. L'héritage militaire assyrien est tout aussi marquant. Leur armée, bien entraînée et équipée, maîtrisait des techniques avancées telles que l'usage du fer, des engins de siège, des stratégies de siège élaborées et des formations coordonnées. Les Assyriens furent également pionniers dans l'usage de la guerre psychologique. Ils imposaient leur domination par des démonstrations de force brutale, des représailles publiques et une mise en scène minutieuse de leur puissance. Ces méthodes ont eu une influence durable sur les traditions militaires des Babyloniens, des Perses et même dans une certaine mesure sur les stratégies romaines. L'architecture et l'urbanisme assyrien ont aussi laissé un héritage majeur. Les grandes villes comme Ninive et Kalou, Nimroud, étaient ornées de palais massifs, de temples, de jardins et de bibliothèques. Le palais du nord-ouest de Kalou ou celui d'Assurbanipal à Ninive témoignent d'un raffinement esthétique et technique. Les bas-reliefs détaillés, représentant des scènes militaires, religieuses ou de la vie quotidienne, ont influencé l'art monumental dans les siècles suivants. Ces œuvres combinaient beauté, messages politiques et documentation historique. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, contenant des milliers de tablettes cunéiformes, fut l'une des premières institutions à collecter et préserver le savoir de manière systématique. Elle contenait des textes religieux, juridiques, médicaux, scientifiques et littéraires. Grâce à cette initiative, une grande partie du patrimoine intellectuel de la Mésopotamie antique a été sauvegardée, influençant les traditions savantes de l'époque perse et au-delà. Les Assyriens jouèrent également un rôle fondamental dans la diffusion linguistique et culturelle. Ils utilisèrent l'akkadien comme langue administrative et le cunéiforme comme système d'écriture, qui furent adoptés dans une grande partie du Proche-Orient. L'araméen, langue parlée plus couramment, fut largement diffusé sous leur empire et devint plus tard la lingua franca de la région, y compris sous les Perses et dans les premières périodes hellénistiques. Sur le plan religieux, bien que le culte d'Assur n'ait pas été adopté par les empires ultérieurs, l'idée que le roi détenait un pouvoir d'origine divine perdura. Cette notion de royauté sacrée, selon laquelle le souverain gouverne par mandat des dieux, fut reprise par les Perses achéménides, les Babyloniens et d'autres civilisations impériales. L'association entre autorité politique et volonté divine fut un concept central qui traversa les siècles et fonda de nombreuses légitimations du pouvoir. Le rôle économique des Assyriens a aussi influencé les structures postérieures. L'Empire contrôlait un vaste réseau commercial reliant l'Égypte, l'Anatolie, le Levant et le Golfe Persique. Ce réseau facilitait non seulement les échanges de marchandises comme les métaux, les pierres précieuses ou les textiles, mais aussi la circulation des idées, des techniques et des savoirs. Les routes commerciales assyriennes continuèrent à être utilisées et développées par les empires suivants. Même après la chute de leur empire, les Assyriens continuèrent à marquer l'histoire.
Leurs institutions, leurs pratiques et leur culture furent reprises, adaptées et transmises par les Babyloniens et les Perses. Le modèle impérial assyrien servit de référence dans la construction de futurs empires. Aujourd'hui encore, les ruines, les artefacts et les textes assyriens constituent une source précieuse pour comprendre les fondations de la civilisation dans le Proche-Orient ancien. Redécouverte de la Syrie. Archéologie et compréhension moderne. La redécouverte de l'Assyrie constitue l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire de l'archéologie, mettant en lumière un empire perdu qui dominait autrefois le Proche-Orient antique. Pendant des siècles, l'Assyrie n'était connue que par des références fragmentaires dans les textes classiques et les écritures religieuses, beaucoup doutant de l'ampleur et de l'importance de ses réalisations. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des preuves matérielles sont apparues, confirmant et élargissant considérablement la compréhension moderne de cette civilisation antique. Des fouilles menées dans le nord de la Mésopotamie, notamment dans l'Irak actuel, ont mis au jour les ruines de villes telles que Ninive, Nimrud et Khorsabad, révélant la grandeur et la complexité de la société assyrienne. Le processus a véritablement débuté grâce aux efforts d'explorateurs et de diplomates européens intéressés par le monde biblique et animés par le désir de valider les textes anciens. Parmi les pionniers les plus remarquables figurait Austen Henry Layard, dont les travaux, au milieu du XIXe siècle, ont révélé les ruines de Nimrud et de Ninive. Ces découvertes ont stupéfié le monde entier. Palais monumentaux, statues colossales de taureaux ailés et reliefs muraux détaillés offraient un aperçu saisissant d'un empire oublié qui exerçait autrefois un pouvoir immense sur une vaste région. Les Assyriens, auparavant perçus comme un peuple vague ou mystérieux, étaient désormais perçus comme de redoutables bâtisseurs, administrateurs et guerriers, dont l'héritage a façonné l'histoire du Proche-Orient ancien. L'une des plus grandes révélations de ces fouilles fut l'utilisation extensive de documents écrits. La découverte des bibliothèques royales, notamment celle du roi Assurbanipal à Ninive, révolutionna la compréhension de la littérature et de la gouvernance de la Mésopotamie antique. Des milliers de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme furent mises au jour, offrant un aperçu de la mythologie, des systèmes juridiques, de l'astronomie, de la médecine et des annales historiques. Servant de passerelle entre les civilisations et éclairant des millénaires de développement culturel en Mésopotamie. Ce qui a surpris de nombreux érudits, c'est le niveau de sophistication de l'art et de l'urbanisme assyrien. Des reliefs sculptés dans les murs des palais représentaient des scènes de campagne militaire, de chasse, de rituels religieux et de la vie quotidienne avec une minutie extrême. Ces œuvres d'art n'étaient pas seulement décoratives, mais servaient aussi d'outils politiques, renforçant le pouvoir du roi et la faveur divine. Le tracé de villes comme Ninive témoignait d'un urbanisme avancé, avec notamment de larges boulevards, des canaux et des remparts, témoignant d'un haut niveau d'organisation étatique et de connaissances techniques. À mesure que ces découvertes furent transportées dans les musées d'Europe, notamment au British Museum, l'intérêt du public pour le Proche-Orient antique s'accrut. Ces artefacts devinrent des sujets de fascination, inspirant artistes, écrivains et érudits. La Syrie, autrefois réduite à une simple note biblique, devint alors une pierre angulaire de la civilisation primitive. Cette redécouverte joua également un rôle crucial dans le domaine plus vaste de l'assyriologie, conduisant au déchiffrement de l'écriture cunéiforme et à une compréhension plus approfondie du monde mésopotamien. Malgré la grandeur de l'Empire, les vestiges archéologiques ont également révélé les dures réalités de la domination assyrienne. Les prouesses militaires et les conquêtes ont été au cœur de son expansion, et les reliefs représentaient souvent des campagnes brutales et la soumission des ennemis. Ces éléments ont permis de dresser un portrait plus complet et plus nuancé des Assyriens, non seulement comme bâtisseurs de grandes cités, mais aussi comme une société complexe façonnée par l'ambition, la spiritualité et le conflit.
Les méthodes archéologiques modernes ont continué d'affiner le tableau dressé par les premiers explorateurs. Les nouvelles technologies, telles que l'imagerie satellitaire, la cartographie numérique et le géoradar, ont permis aux chercheurs d'explorer des sites sans fouilles intrusives. De plus, les efforts récents d'équipes irakiennes et internationales ont visé à préserver et restaurer des sites endommagés par des conflits ou des pillages, renforçant ainsi l'importance du patrimoine culturel pour la compréhension de l'histoire humaine. Aujourd'hui, la redécouverte de la Syrie n'est pas seulement une histoire de ruines et de vestiges, mais un témoignage de la résilience de la recherche historique.